Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Les dernières semaines ont été très chargées et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'engouement à Québec et à travers le monde. C'est ce qui confirme la tendance positive pour 2020. Beaucoup d'institutions recommencent à s'intéresser à la blockchain et d'autres organisations sont carrément prêtes à développer des prototypes. C'est ce qui m'amène à rencontrer beaucoup de personnes et à faire plusieurs présentations. J'ai assisté à une conférence sur l'impact de la blockchain dans le secteur juridique et cela a été une superbe journée malgré la tempête de neige. La salle était pleine, les avocats, les notaires, les étudiants de la faculté de droit étaient tous au rendez-vous pour savoir comment la blockchain allait impacter leur profession dans les années à venir. Je suis également en communication avec IOHK et la Fondation pour un projet. Je vous en ai parlé l'an dernier et les choses avancent tranquillement. J'espère pouvoir vous partager le tout très prochainement. Alors je vous annonce qu'il y aura bientôt une annonce pour le projet Cardano. Je n'en dis pas plus, mais le mois d'avril va être très hot à Québec. Et Cardano a le vent en poupe depuis le début de l'année. Les mises à jour du Shelly Testnet sortent à chaque semaine. Charles Hoskinson nous fait des mises à jour quasiment à chaque semaine. Cela veut dire que le développement va très bien et que Shelly devrait arriver sur le mainnet au printemps et sans retard. Et pour se préparer, rien de mieux que de parler aux opérateurs et membres actifs de la communauté Cardano pour avoir leur impression sur le Shelly Testnet. Alors j'ai eu la chance de parler avec les deux grands Manitou des stake pools sur le Shelly Testnet. Je publierai dans la semaine mon entrevue avec Régis, qui est l'opérateur du stake pool EDA FR. Mais aujourd'hui, je m'entretiens avec Malik, a.k.a. Psycomb. Son stake pool s'appelle Stakhanovit et son ticker est STKH. Nous avons eu un très bon échange. Il est le premier ambassadeur francophone et ses traductions sont très importantes pour nous permettre de bien comprendre le développement du projet Cardano. Donc sans plus tarder, voici l'entrevue avec Malik. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager avec vos proches. N'hésitez pas à vous joindre à la communauté francophone de Cardano sur les groupes Telegram Cardano France et Cardano Québec. Alors, discussion d'un ambassadeur à l'autre, c'est parti, peace. Salut Malik, comment ça va? Écoute, salut Quentin, ça va pas mal du tout. Je suis très content de pouvoir parler à cet épisode que tu as prévu sur les pools opérateurs. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va commencer par ton background. C'est quoi ton expérience? Mon expérience, alors professionnellement, je suis en fait dans le monde blockchain ou même informatique. Moi, je suis biologiste de formation. J'ai fait des études de biologie à la fac. J'ai passé ma thèse 10. J'ai fait quelques post-docs. Donc un post-doc, pour ceux qui voient pas très bien, c'est une fois qu'on a obtenu sa thèse, en fait, on continue son training un petit peu en touchant d'autres thématiques dans d'autres labos. En général, c'est l'occasion de voyager. Donc moi, je suis parti en Angleterre pendant 4 ans avant de revenir en France, en fait, travailler dans un peu mon labo d'origine, pas tout à fait la même thématique,
Et puis, c'est l'occasion de passer des concours pour avoir un boulot, quoi. Et depuis maintenant 4 ans, je suis enseignant en biologie. Voilà. Wow, super. Ouais, c'était un peu long, mais on y arrive. Et pour ce qui est de l'informatique, j'ai juste une curiosité pour ce monde-là. Et puis ça fait des années que je bidouille sur Internet, que je m'informe, que je teste. Enfin voilà, ça me fait pas trop peur. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans ce monde-là. Ok, super intéressant. Ben oui. Donc, un intérêt personnel pour les technologies. Ouais, effectivement, moi je suis ce qu'on peut appeler un peu un geek. Alors pas extrême, hein, mais j'avoue que ça fait depuis que j'ai quoi, une quinzaine d'années à peu près, enfin voilà, j'ai vu l'arrivée d'Internet. Je fais partie de cette génération-là. J'ai pu tester pas mal de trucs, les logiciels peer-to-peer, de téléchargement de musique, d'échange de fichiers, de torrents, de logiciels distribués, tout ça. J'ai vécu ça depuis voilà, depuis ma chambre d'ado. Et puis c'est juste un petit peu plus difficile aujourd'hui avec la vie avance. On a des boulots qui prennent du temps, on commence à construire des familles, tout ça. Donc évidemment, on peut plus, on peut plus glander, hein, mais du moment qu'on peut trouver quelques heures par semaine, moi ça me suffit. Ben oui, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que on a moins de temps que lorsqu'on était jeune, étudiant, etc. Tu as l'air de passer énormément de temps sur justement la blockchain, sur Cardano. Tu es très impliqué au niveau de Cardano en tant qu'ambassadeur. Donc, comment tu fais pour trouver la disponibilité dans ton horaire chargé justement dans la vie de tous les jours? Eh bien, je vais répondre directement. En fait, je me fais pas mal engueuler par ma femme parce que comme vous l'avez remarqué, je passe pas mal de temps à traîner, répondre aux questions. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à faire des traductions. Notamment, ça a commencé en fait avec Why Cardano. Donc, le document écrit par Charles Hoskinson en 2015, je crois. Il fait une cinquantaine de pages, et puis un jour, j'ai décidé que j'allais traduire ce truc-là. J'ai essayé d'embarquer un peu de mail français dessus. Donc, d'ailleurs, un grand merci à Claude Cormier qui a traduit les deux dernières sections. Mais c'est vrai que j'ai fait ça pendant mes vacances, par exemple. Donc, c'est vrai que je passais pas mal de temps tard le soir à faire ça pendant que les enfants dorment. Et puis, euh, et puis au final, j'ai continué et je me prends quelques soufflons par ma femme parce qu'évidemment, quand on fait ça, on fait pas autre chose. Donc voilà, l'équilibre est un peu difficile à trouver. J'espère qu'en 2020, je vais un petit peu être en retrait par rapport à toutes ces activités pour plus me concentrer sur Stakhanobit parce que ça aussi, ça prend du temps. Et puis, si c'est l'occasion pour quelqu'un de la communauté française de reprendre un petit peu le flambeau des traductions, tout ça, ce serait vraiment avec plaisir. Ben oui, et je pense que c'est commun au niveau de la blockchain, parce que je parlais à certains autres amis, puis être en mesure de gérer la vie de famille, la blockchain, le travail, c'est des défis. Mais c'est ça, on se rappelle toujours que bon, ben, la famille vient toujours en premier, puis pour en apprendre plus sur la blockchain, ben, faut investir de son temps et c'est un investissement qui devrait avoir un bon retour avec les années. Tu parlais justement de développement des connaissances. Je comprends que dans le fond, tu t'es auto-formé sur la blockchain Cardano. En fait, en faisant toutes ces traductions, très simplement, en fait, il y a des termes qu'on comprend pas, il y a des définitions qu'on doit chercher, il y a des concepts qu'on doit manipuler qu'on n'a jamais vus avant. Euh, alors, sans rentrer forcément dans les détails de la cryptographie enfin voilà, je suis passé par là. La thèse, par exemple, c'est long, en général entre 3 à 5 ans qu'on passe sur un sujet tous les jours, 12 heures par jour.
Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre tout seul à la maison en y consacrant juste quelques heures par semaine. Donc ça, c'est un monde que je touche pas trop, que je connais pas trop. En revanche, lire les résumés, les, les documents de vulgarisation autour de ça, c'est quelque chose que je peux faire et que je peux essayer de traduire du mieux que je peux en français, parce qu'évidemment, tous ces documents sont généralement en langue anglaise. Et dis-nous un petit peu, quand est-ce que tu as entendu parler de la blockchain pour la première fois et de la blockchain Cardano? Alors, vous allez lire ça, j'ai enfin rempli le document de la Cardano Foundation sur les ambassadeurs pour les découvrir. Ouais. Donc, une fois par semaine, il y a quelques ambassadeurs. Donc, j'en parle un petit peu. Écoute, la blockchain, ben, la première fois que j'ai découvert ça, c'était Bitcoin, mais le nom m'avait pas marqué à l'époque. C'était en l'année 2010, en fait. Et donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ouais, ça fait très longtemps. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, bah, j'étais un peu geek et je touchais un peu à tout. Et en fait, j'étais tombé sur un article. Et en fait, c'était un article de CNET ou ZNet. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette publication sur Internet. Et qui décrivait ça. Donc, ça m'avait amusé. Et à l'époque, je me souviens que j'avais téléchargé le client. Il y en avait qu'un seul. C'était du Windows. Et très franchement, je me souviens plus trop ce que j'ai fait avec. Euh, et puis, j'ai pas trop envie de me souvenir parce que si ça se trouve, j'ai possédé des bitcoins, hein, parce qu'à l'époque, ça valait rien. Vraiment, on parle du tout début. Et comme il n'y avait rien à faire avec, j'ai dû m'amuser pendant un mois ou deux avec. Et puis au final, j'ai dû désinstaller le truc, changer de PC. Enfin, j'ai jamais fait attention à ça, quoi. Et en fait, en 2017, donc 7 ans plus tard, j'ai croisé un copain qui vit loin et aux alentours de Noël, en général, c'est toujours l'époque de revoir les vieux bons copains. Et puis on discutait autour d'une. En fait, il arrêtait pas de vérifier son téléphone pour regarder qui était en fait un portfolio. Et donc il m'a expliqué ce qui se passait. Alors c'était fin 2017, donc c'était le boom des altcoins et de Bitcoin aussi. Et quand il a mentionné Bitcoin, j'ai eu un flash en fait. J'ai dit, mais attends, ce vieux truc, ça existe encore. Et il m'a dit, ça fait plus qu'exister, ça vaut 15 000 euros. Et là, j'ai eu un blanc en fait. J'étais un peu sous le choc. Et donc voilà comment s'est fait mon retour dans le monde des cryptos, quoi. Bêtement, quand il m'a annoncé les chiffres, je me suis senti bête. Et donc du coup, ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai cherché si j'avais toujours mes vieux disques durs, mais bon, c'est évidemment non. Mais c'est pas grave en fait, parce que j'ai commencé à lire beaucoup sur tout ce que je trouvais, et puis je suis tombé sur Cardano par hasard, tout simplement. Ben, et ton histoire est l'histoire de tellement de personnes. Ah ouais, ouais, je pense qu'on est beaucoup à se mordre les doigts dans ce monde-là. Ouais. Oui, c'est ça, avoir croisé le chemin de Bitcoin 2010, c'est plus que early adopter dans ton cas, mais bien d'autres personnes ont croisé les chemins de Bitcoin, ont été dans le monde des crypto-monnaies, finalement avec un crash ou avec Malgox, ont décidé de tout mettre de côté pour revenir 2, 3 ans plus tard pour se rendre compte que ben finalement Bitcoin est toujours là, toujours vivant, plus fort que jamais. Après, c'est pas mon cas parce qu'en fait, ça m'a permis sur les gains financiers, parce que je pense que ça peut faire pas mal tourner la tête. Et puis ça permet de voir en fait quel est le bénéfice dans la vie de tous les jours de cette technologie, plutôt que un gain personnel, quoi. Évidemment, comme tout le monde, bon, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Ceci dit, je pense qu'il y a des aspects qui sont bien plus intéressants dans la blockchain que se faire du cash, en fait, pour être direct. Alors, l'idée, c'est pas de cracher dans la soupe, hein. Effectivement, je pense que c'est ce qui rallie un petit peu beaucoup de gens par rapport à la blockchain Cardano, le fait que les personnes ou les intéressés ne focusent pas sur le côté spéculation.
Alors, ils sont beaucoup plus intéressés par le côté apprentissage, développement des connaissances sur la blockchain et tous les milieux connexes également. Alors, avec tous les articles académiques de Cardano, ben, ça permet de développer ses connaissances au niveau de la blockchain, mais au niveau de d'autres secteurs connexes, que ce soit la cryptographie, que ce soit les sidechains ou toute autre chose dans le fond. La blockchain Cardano nous apprend énormément. C'est vrai. Il y a aussi un autre aspect que j'ai remarqué, enfin ça c'est dans mon cas, je m'étais jamais posé de questions sur qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que l'argent, comment il est créé. Et c'est vrai que, alors ça c'est pas spécifique à Cardano, mais pencher sur la blockchain et Bitcoin en particulier, ça permet certaines notions. Alors là, j'ai pas trop creusé. J'ai acheté un bouquin que j'ai pas terminé parce que je trouve ça très ardu, mais sur qu'est-ce que la monnaie et qu'est-ce qu'elle représente. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors bon, j'ai malheureusement pas le temps matériel de creuser plus, même si je suis parce que bah voilà, j'ai déjà pas mal à faire avec le nœud, donc peut-être que un jour je creuserai un petit peu plus de ce côté-là. Mais voilà, je trouve que c'est aussi un autre aspect. Oui, 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 et c'est tout à fait compréhensible. On est tous dans la même situation, t'inquiète pas. Même de mon côté. Bah oui, j'imagine. Alors, parlant justement du nœud, comment trouves-tu l'évolution et la stabilité du protocole actuellement par rapport à décembre, au début du lancement de l'Incentivized Testnet? Alors dernièrement, alors j'ai du mal à mettre des dates hein, parce que c'est assez fluide tout ça et il y a tellement de versions qui sortent. Et entre avant Noël et après Noël, ce qui s'est passé, à Noël, ça marchait relativement bien pendant les premiers jours, où finalement on a pu enregistrer le Stakhanovit sans aucune difficulté, puis commencer à le faire tourner. Puis très vite, en fait, alors ce qu'on a, c'est on fait du monitoring de notre nœud qui nous permet de suivre plusieurs choses. Les métriques de notre serveur et puis aussi les métriques de la blockchain Cardano. Puis ce qui s'est passé dans les 72 premières heures, ça a été la connexion massive d'Aedalus, des gens qui voulaient justement récupérer leur testnet ADA pour pouvoir les staker sur les pools. Et donc il y a eu une courbe exponentielle de transactions sur la. Et là, ça a commencé un petit peu à capoter. Mais bon, c'était rigolo à voir. Et donc ils ont sorti, je pense, la veille de Noël, une nouvelle version de Daedalus pour essayer d'améliorer ça. Et ensuite, ils ont sorti régulièrement des updates sur le code du nœud, avec plus ou moins de réussite. Hein. Donc ce qu'il a fallu faire pour beaucoup d'opérateurs, ça a été de créer en général un petit software maison qui permettait de redémarrer le nœud dès qu'il y avait un souci. Donc il y a je pense chaque opérateur a un petit peu sa propre solution maison. Nous chez Stakhanovit, Alexei, donc c'est mon Stakhanovit, il a codé, il est développeur et il a codé un petit logiciel qui permet en fait de surveiller la santé du nœud et de le redémarrer automatiquement dès qu'il y a un souci. Et je pense que c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, mais la stabilité du réseau s'est grandement améliorée et il n'est pas rare de voir le nœud tourner pendant 5, 6, voire une semaine, 7 jours, avant de devoir le redémarrer pour une raison ou une autre. Donc ça s'est vachement amélioré par rapport à la période pré-Noël. Voilà. Et à un moment donné, il y avait des discussions justement parce que beaucoup de stake pools embarquaient sur différents forks ou alors créaient des forks. Penses-tu que il devrait y avoir un mécanisme, un genre de mécanisme de punition par rapport à ce genre de comportement-là? C'est une question épineuse. On
spécification originelle de Shelley, de Cardano, les punitions des pools opérateurs sont pas puisqu'en fait, il est établi normalement que ce mécanisme est pas requis pour la bonne santé du système, puisque à terme, les délégateurs et les pools qui se comportent mal, et donc ces pools qui se comportent mal vont avoir de moins en moins de présence. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette phase de testnet, le code qui fait tourner Shelley, c'est là en Rust, elle ne suit pas les spécifications formelles de Cardano. Ça, ce sera révélé à Haskell. Donc, en ce sens, c'est un peu délicat, puisque ce code ne suivant pas les spécifications, effectivement, on pourrait choisir d'autres. Enfin, je m'inclus pas dedans. Les codeurs, les développeurs pourraient choisir des solutions alternatives pour pallier ce problème. D'ailleurs, sur le channel sur Telegram, alors c'est un channel de pool opérateur, pas le main, mais de temps en temps, le développeur en chef de Jormungandr passe pour dire 2-3 messages, et c'est vrai que ça faisait partie éventuellement d'une option envisagée de pourquoi pas inclure un mécanisme de punition. Vraiment, j'ai pas trop d'avis là-dessus, j'attends de voir un petit peu. Pour ce qui est des forks, il faut bien voir que les forks, c'est un phénomène naturel, en fait. Il y en aura toujours. C'est comme ça. On ne peut pas synchroniser au niveau de la planète entière 1000 ou plus nœuds. Donc il y aura toujours des micro-forks qui doivent être résolus naturellement. Le problème qu'il y a eu sur le testnet, ça a été des opérateurs de stake pool qui, de manière intentionnelle, faisaient tourner plusieurs machines avec les mêmes secrets de stake pool. Ça veut dire donc, quand c'était à leur tour de signer un bloc, en fait, plusieurs machines signaient simultanément des blocs qui n'avaient pas tout à fait la même tête. Et donc, évidemment, la panique sur le réseau. Et donc ça, c'est un comportement qui est considéré comme un comportement adversaire chez Cardano. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu une discussion autour de ça. Et si j'ai bien suivi, aujourd'hui, plusieurs pools opérateurs ont en fait tout simplement banni avec un firewall l'IP on va dire, du forker en chef. Et donc cette personne-là a perdu beaucoup de blocs et en conséquence beaucoup de délégations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne n'a plus vraiment de blocs à signer parce qu'elle n'a plus de stake suffisant pour avoir des blocs. Donc finalement, c'est assez intéressant parce qu'on voit ici à l'œuvre un mécanisme social de contrôle qui n'a plus rien à voir avec le code. Et ça, je trouve que c'est une dimension intéressante parce qu'en fait, c'est prévu dans les spécifications de Shelley. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller lire le document. Bon, il est assez ardu, mais il est quand même écrit de manière à pouvoir être compris par une grande majorité de personnes. Et il est clairement dit que Cardano, c'est aussi un système social et qu'il faut compter sur les mécanismes sociaux aussi, faire en sorte que Cardano soit une blockchain robuste. Oui, c'est ça. Et même, c'est ce qui rejoint un petit peu le volet d'évolution de la blockchain où tout n'est pas nécessairement à gérer dans le code et par les développeurs parce que justement, les acteurs finalement qui contribuent à sécuriser la blockchain peuvent se mettre ensemble, avoir un consortium et faire en sorte justement de bannir les comportements qui ne sont pas adéquats pour la santé de l'écosystème finalement Cardano. Fait que c'était très intéressant de voir ça au niveau du testnet parce que généralement on va plutôt voir ce genre de comportement-là dans les blockchains plus matures. Encore une fois, c'est la blockchain Cardano, c'est la beauté de la blockchain Cardano, de voir la maturité, tout ce qu'on apprend au niveau du testnet et qui est le but finalement du Shelley testnet. Juste. Alors certains étaient assez contre parce qu'ils disaient que le code doit faire loi et que absolument tout doit être géré par le code. C'est vrai que beaucoup de problèmes seront, je l'espère, gérés par l'implémentation Haskell, mais je trouve ça intéressant que le côté social commence déjà à se développer pour montrer que Cardano, c'est un bien
partagé, commun, et on doit en prendre soin collectivement euh, par d'autres moyens que le code seulement. Oui, c'est ça, ben, parce qu'il y aura toujours ce genre de réflexion-là à effectivement dire the code is low, mais il y a encore une fois cette entente au niveau au niveau Bitcoin, c'est au niveau des mineurs, au niveau des développeurs, au niveau des exchanges et tout ça. Il y a une communication qui doit y avoir au niveau de la communauté. Fait que même si le code is low, admettons qu'il y ait une attaque gouvernementale, ben à ce moment-là, on va pouvoir contrer cette attaque gouvernementale-là en faisant un fork, puis en continuant sur la blockchain où la majorité des gens ont le même consensus, ont la même entente. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu compréhensible. Les deux arguments se valent, mais c'est ça, c'est une expérimentation qu'on va voir évoluer dans le temps. Encore une fois, de mon point de vue, de voir ça si rapidement au niveau de la blockchain Cardano, je trouve ça vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. Ouais, c'est vrai que c'était assez inattendu et bon, bravo en tout cas à tous les pools opérateurs qui ont poussé pour ça. Et finalement, merci aussi au pool opérateur qui a un petit peu triché puisqu'il a permis finalement de mettre en valeur en vertueux. Oui, c'est ça, à voir si c'était intentionnel ou pas, mais dans le fond, c'est une attaque qu'on a pu voir justement au niveau du testnet et voir comment les gens ont réagi. Et c'est mieux d'avoir justement ça dans l'environnement testnet plutôt que de l'avoir sur le mainnet. Ouais, c'était parfaitement intentionnel, c'était assumé. Alors, si on passe au niveau des... Parce que avec le temps, plusieurs personnes vont vouloir justement créer leur stake pool. Alors, je voulais savoir avec toi, quel est le problème, pour pas passer à travers tous les problèmes, mais quel est le problème le plus commun que les nouveaux opérateurs de stake pool vont se buter selon toi? Je pense que le problème numéro un, en fait, il n'est pas technique. Euh, il y a de la documentation, il y a un pool qui s'appelle Proof of Africa, un document superbe qui permet aux néophytes, vraiment des néophytes, même en informatique, de créer leur stake pool. Et finalement, je pense la barrière numéro un, ça va être d'attirer du stake, tout simplement. Euh, avoir un stake pool enregistré sur la blockchain aujourd'hui, euh, c'est fait en une demi-journée, hein, pour quelqu'un qui toucherait pas du tout un terminal. Alors, je vais pas jusqu'à dire qu'on peut comprendre tout ce qu'on fait, mais si on suit toutes les étapes une par une, on peut très bien y arriver. Mais une fois que le pool est sur la blockchain, eh bien, so what? Maintenant, il faut avoir des blocs à signer. Et la seule manière d'avoir des blocs à signer, bah, c'est d'avoir beaucoup d'ADA délégués dessus. Alors, soit vous en avez beaucoup vous-même, euh, auquel cas vous déléguez à votre propre pool, soit vous attirez des délégateurs. Et finalement, bah, je pense que c'est cette étape en fait qui bloque. Il y a beaucoup de pools opérateurs qui sont enregistrés sur le testnet aujourd'hui. Et de temps en temps, ils passent sur le channel Telegram pour dire que ça fait 10, 20, 30 jours qu'ils attendent un bloc. Leur serveur tourne, leur pool tourne. Mhm, mhm, mhm. Oui, fait que, au niveau de... Ben, et c'est un petit peu pour ça que on a le testnet aussi, justement, pour que les gens voient ça comme une business et pour que les gens, justement, fassent la publicité, fassent du marketing, s'investissent dans l'écosystème, tout ça, pour pouvoir, justement, attirer de la délégation. Et tu l'as mentionné, justement, parce que c'est une question aussi qui est passée au niveau du Telegram Cardano France, et tu avais répondu à cette question-là en conseillant la personne justement de s'investir dans l'écosystème Cardano France. Et c'est la meilleure moyen. C'est un bon moyen justement pour attirer de la délégation. Ouais, je suis toujours un petit peu pas, pas amusé, mais presque de voir, et c'est pas propre au channel Cardano France, hein, mais sur l'autre, le channel anglais,
de voir des gens qui disent ça y est les gars, j'ai enregistré mon pool, maintenant pourquoi je signe pas des blocs, pourquoi j'ai pas de délégués, pourquoi et en fait ça vient pas tout seul. Il y a un travail en amont qui est fait. Alors il y a sur le Channel France, vous connaissez très bien maintenant, je pense Régis aussi. Ça fait voilà plusieurs mois, voire même presque années qu'on est dans les parages, qu'on répond aux questions, et finalement, je me demande si ça participe pas, en fait, à la relation qu'on crée avec les gens, et au final, vous avez le choix entre déléguer à un pool de quelqu'un que vous connaissez pas, ou de quelqu'un qui a répondu plusieurs fois à vos questions. Je pense que c'est hyper important cette relation avec les gens, parce que ça crée de la confiance, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est drôle et comme tu le dis, c'est amusant un petit peu de voir la réflexion des gens parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la blockchain de ce côté-là. La blockchain fait en sorte qu'on va développer des aptitudes au niveau du marketing, au niveau du dialogue avec les gens. Enseigner aux gens comment ça fonctionne la blockchain, comment ça fonctionne, d'éduquer les gens, tout ça. Et donc, c'est là qu'on voit une certaine distance qui se fait lorsqu'on parle avec des gens et qu'on se rend compte que bon, les gens n'ont pas les connaissances au niveau marketing ou les connaissances au niveau de comment fonctionne l'économie globale. Fait que tout ça, ce sont des choses, ce sont des connaissances qu'on développe avec la blockchain et que effectivement, les gens qui entrent dans l'écosystème bien, vont commencer à connaître et à comprendre avec le temps. Oui, je l'espère, parce que ça veut dire que ça fera d'autant plus de personnes qui vont, s'ils souhaitent avoir leur, euh, leur marque, leur nom un petit peu reconnu. Donc finalement, c'est un petit peu gagnant-gagnant pour l'écosystème. Oui, effectivement. Et parlant d'éducation, il y a un mot qui revient pas mal souvent au niveau au niveau sur Telegram. Et donc, peux-tu nous expliquer c'est quoi le pledge exactement? Ouais, alors le pledge, c'est un mécanisme qui, à terme, il est pas implémenté aujourd'hui, mais c'est un mécanisme qui est là pour empêcher un petit peu les attaques de type civil. Alors, avant de parler de pledge, il faut définir ce que c'est qu'une attaque civile. C'est tout simplement quelqu'un qui n'aurait pas, c'est quelqu'un qui n'aurait pas du tout d'enjeu personnel dans Cardano, donc quelqu'un qui n'aurait pas d'ADA, qui en fait assez de pool et il aurait assez de stake pour faire une attaque sur le réseau alors qu'il ne possède pas lui-même d'ADA en propre. Puisqu'en fait, le principe du stake pool, c'est qu'on signe des blocs grâce à la délégation d'autres personnes. Et donc le pledge, en fait, c'est un mécanisme qui a été pensé pour Cardano, qui est de dire, moi j'ai un pool, et dans ce pool, je déclare à tout le monde le montant d'ADA que j'ai moi en propre, que je délègue à mon propre pool. Et donc c'est un petit peu un mécanisme qui permet de signaler à tous les autres délégateurs que l'opérateur ou le propriétaire du stake pool a finalement des ADA propres, un enjeu propre dans son pool. Et donc, il a tout intérêt, c'est une manière de dire aux autres, je ne ferai pas de bêtises, puisque moi-même, si je fais une attaque réussie sur Cardano, par exemple, je vais perdre beaucoup d'ADA, puisqu'ils sont à moi. C'est pas actif sur le testnet. Et actuellement, à ce moment-là, le pledge serait indiqué au niveau du choix du stake pool, c'est ça? C'est indiqué sur Daedalus, puisque vous pouvez aller vérifier l'adresse de pledge quand vous cliquez sur un stake pool. Vous avez les informations qui apparaissent, dont l'adresse de pledge, donc vous pouvez aller vérifier, mais c'est manuel pour l'instant, combien d'ADA ont été déclarés dans cette adresse. C'est un mécanisme voilà, de protection, donc ça éviterait que, par exemple, quelqu'un ouvre 50 poules, 100 poules, 500 poules, alors qu'il n'a aucun ADA. Et comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que plus un pool opérateur va déclarer de pledge, en fait, plus il va avoir un petit bénéfice quant aux récompenses de son pool. Ça veut dire que le plafond maximum des récompenses de son pool va être légèrement décalé vers le haut.
va avoir un effet sur le pool, c'est-à-dire que plus un opérateur va déclarer de pledge, donc d'enjeux propres, plus le montant maximal des récompenses du pool va monter. Donc ça veut dire que, en gros, de ce pool recevront un tout petit peu plus d'ADA que s'ils déléguaient dans un stake pool qui a déclaré peu ou pas de pledge. OK. Est-ce que c'est un mécanisme euh, qui donne plus de visibilité aux petits pools? Parce que généralement, les petits pools vont essayer de se démarquer des gros pools grâce à ce mécanisme-là. Alors c'est une question intéressante, je ne sais pas, je peux répondre de mon point de vue, hein, puisque nous on a un pool Stakhanovit, euh, nous ne sommes pas des gens riches. Nous n'avons pas de bonnes intentions pour Cardano et que Stakhanovit n'a pas prévu d'attaquer pour autant le réseau Cardano. Et donc ça va poser un problème au moment du mainnet, dans la mesure où il y a un risque que les délégateurs aillent sur des pools qui ont un pledge énorme, puisqu'en fait, ces pools-là risquent d'avoir un bonus de récompense pour tout le monde. Alors que des plus petits pools, tels que le nôtre, par exemple, on a des ADA, mais on n'en a pas des millions. Donc, quid des petits pools qui font leur travail de manière honnête? Est-ce que ça va pas être une punition trop forte pour les petits acteurs? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'attends de voir ce que ça va donner sur le mainnet. Clairement, ça risque de donner un moment assez intense entre tous les pools opérateurs du testnet et puis ceux qui finalement auront assez de finances pour pouvoir déclarer beaucoup de pledges en mainnet. Mais est-ce que ce mécanisme-là n'est pas complémentaire finalement au point de saturation? Et je vais te demander, parce que j'en parle, mais je vais te demander d'expliquer le point de saturation, puis est-ce que, et de répondre à la question, donc de savoir si le pledge et la saturation ne sont pas des mécanismes qui vont ensemble pour gérer justement ce problème-là. Oui, en fait, ils fonctionnent dans le même, ils fonctionnent main dans la main. C'est-à-dire que la saturation, c'est un concept, une application qui permet de dire, pool a atteint une certaine taille, dada délégué, euh, les récompenses ne monteront pas plus. Donc ça veut dire que une fois qu'un pool aura atteint en termes de délégation, en taille de délégation, 1/1000 des ADA stakés, les récompenses de ce pool ne monteront pas plus. Donc ça force finalement à créer au minimum 1000 pools. Il n'y a pas de maximum, mais le minimum, ce serait 1000 pools. Le pledge, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en fait, il va déplacer vers le haut, votre point de saturation sera atteint quand vous aurez atteint 1/1000. Si jamais vous pledgez beaucoup, ce point de saturation va monter, ce qui fait qu'en fait, vous pourrez absorber plus de délégations que 1/1000 à un certain point. Alors ça, ce sera défini par un paramètre qui peut varier, et donc l'effet du pledge va être, c'est-à-dire, est-ce que je donne beaucoup d'effets au pledge ou est-ce que je ne donne pas beaucoup d'effets à ce mécanisme-là? Oui, je comprends. Ok, wow. Fait que c'est une bonne réflexion à avoir justement au niveau de quand on est un opérateur de stake pool pour justement faire des ajustements selon la situation. Ouais, ça va donner des équilibres assez intéressants euh, parce que on peut, voilà, un petit pool va peut-être avoir tendance à baisser ses frais de manière à être compétitif, peut-être à faire un autre travail que juste stake pool, c'est-à-dire développer de la documentation de manière à créer une forme de loyauté entre les délégateurs et son pool, c'est-à-dire que les délégateurs seraient prêts à payer un petit peu quelque part sur leur récompense, de dire ok, bon, je perds 1, 2, 5% de récompense chez toi par rapport à chez X, mais que ce pool soutient une cause, produit de la documentation, explique des choses. Enfin, voilà. Là encore que l'aspect social de Cardano va rentrer en jeu. Est-ce que finalement les délégateurs ne sont que des personnes intéressées par l'appât du gain, ou est-ce que les délégateurs ont d'autres intérêts à suivre,
pour eux et pour la communauté. Oui, ben en tout cas, 2020 va être une année assez intéressante de ce côté-là. Et justement, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu question-réponse rapide pour tes projections pour 2020. Alors, au niveau de la décentralisation, est-ce qu'on sera plus décentralisé que iOS, Ethereum ou Bitcoin? Je pense que ce sera plus décentralisé que les trois. Les trois, c'est bon. Euh, Au niveau des phases complétées, alors c'est sûr que Shelly va être complété. Est-ce que tu penses qu'on aura le temps de compléter Gauguin, Bachot ou Voltaire? Là, j'avoue que j'ai du mal à voir. Je pense que Gauguin sera. Donc, Gauguin, c'est la phase qui parle des smart contracts chez Cardano. Je pense que, en fait, Shelley et Gauguin vont un petit peu main dans la main, puisque Shelley n'est que finalement le passage de relais à la communauté de la blockchain Cardano. Mais finalement, la blockchain Cardano n'a d'intérêt que si Gauguin est, euh, est là. Puisqu'en fait, Gauguin, c'est ce qui parle de smart contract, c'est ce qui parle d'application. Donc, ce qui fera tourner la blockchain, c'est les applications. C'est pas le fait qu'il y ait des stake pools qui écrivent des blocs. Euh, Écrire des blocs vides, c'est pas intéressant. Donc, je pense que Gauguin sera là. Finalement, ça va nous surprendre. Je pense que ce sera sans doute là assez vite, notamment par, j'imagine, des associations avec des entreprises ou on va dire un proof of concept sur la blockchain qui serait là. Je serais surpris que IOHK n'ait pas déjà commencé en fait euh, à produire du code qui permettra à des entreprises de tester ça très vite. Pour ce qui est des autres phases, c'est moins clair pour moi. Voltaire, c'est la gouvernance. Je pense que c'est peut-être ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Ben, j'aime ta réponse parce que c'est une réponse assez franche et j'aime ça. Donc, de se dire que c'est possible qu'on n'arrivera pas au bout. C'est possible que à partir du moment où on a atteint Shelley puis Gauguin, ben, finalement pour 2020, c'est quand même une bonne, c'est quand même quelque chose de bon d'avoir accompli ça. Alors, ben, merci pour l'honnêteté de ta réponse. Dernière question. Position de Cardano sur CoinMarketCap fin 2020? Alors, on est où là? Parce que je dois avouer que ça fait plusieurs mois que j'ai pas regardé, parce que j'ai la tête dans le guidon. Je pense qu'on était quoi, dans les 20 premiers? Ah, là, je pense qu'on est numéro 10. Je pense que viser les 5 premiers, ça peut être déjà un bon challenge pour 2020. Après, finalement, ça n'a pas trop d'importance. Top 5, je dirais que c'est la même réponse qu'a donné Régis plus tôt. Parfait. Alors, j'aimerais savoir, parce que là, on arrive presque à une heure d'entrevue. J'aimerais savoir pour toi, c'est quoi le problème le plus important dans le monde aujourd'hui et est-ce que Cardano et la blockchain peuvent contribuer à résoudre ce problème-là? C'est une question difficile. Je pense qu'il y a un des soucis, c'est quelque chose qu'on perçoit pas, nous, dans les pays, on va dire, de l'OCDE, les premiers pays industrialisés. Euh, mais je pense qu'il y a des problèmes dans les pays en voie de développement, il y a des problèmes d'identité. Euh, j'ai une partie de ma famille qui vient du Sénégal, et il n'est pas rare là-bas d'avoir des enfants qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas connus des services d'état civil pendant des années. Ça, c'est un problème. Ça, ça fait des personnes tout simplement pas aux yeux de la loi. Et ne pas exister aux yeux de la loi, finalement, c'est puisqu'en fait, absolument tout vous est interdit. Imaginez tout simplement que personne ne reconnaisse votre identité, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien acheter. Je parle en termes pas à manger, mais vous ne pouvez pas acheter de terrain,
vous pouvez pas faire tourner une entreprise de manière légale, vous pouvez rien faire. Donc je pense que l'identité, ça peut être un truc extrêmement important pour certaines régions du monde. Et puis, à partir de là, une fois que vous avez l'identité, ben, je vois pas ce qui pourrait empêcher tout ce qui va avec. Euh, la propriété, le droit d'avoir un compte en banque, tout simplement. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je vois pas d'application vraiment dans les pays en voie de développement, dans la mesure où moi, aujourd'hui, quand je vais acheter ma baguette de pain, je prends ma carte bleue et puis j'ai plus qu'à la poser sur un lecteur de terminal et en 2 secondes, c'est fait. Maintenant, il faut imaginer que ça, ce serait possible dans un pays où il n'y a jamais eu de carte bleue. Et du jour au lendemain, les gens pourraient faire ça. Donc je pense que ça, c'est finalement le truc, en tout cas, que j'aimerais voir arriver le plus vite. Oui, ben c'est bon, c'est très très intéressant cette réponse. Moi-même, ça me touche d'une certaine manière personnellement parce que la République démocratique du Congo, à un moment donné, le président de la République démocratique du Congo avait interdit aux gens d'avoir des prénoms sur leur pièce d'identité. Alors, c'est sûr que ça n'a pas la même envergure que ce que tu viens d'expliquer, mais mais juste le fait d'enlever le prénom sur une pièce d'identité lorsqu'on voyage dans un autre pays, ben c'est difficile de justifier ça, notamment quand tu vas aux États-Unis. Justifier le fait que tu n'as pas de prénom sur ta pièce d'identité, ben c'est un petit peu délicat avec les douaniers américains. Et donc, finalement, le prénom devient une partie importante de l'identité et les systèmes en Europe puis en Amérique du Nord ne sont pas tous aptes à, à comprendre ce genre de situation-là, ce qui est bien compréhensible évidemment. Alors, je pense qu'effectivement, une identité autogérée sur la blockchain, et on en parle, c'est un sujet très commun au niveau de la blockchain, même au niveau de Cardano. Ils ont annoncé qu'ils développent notamment une solution d'identité pour Shelly, mais il y a également une interopérabilité qu'ils veulent avoir justement avec des standards au niveau de l'identité. Donc, donc oui, c'est un très bon point que tu apportes par rapport à cette problématique-là. Et ben, Cardano ou la blockchain en général, justement, énormément de solutions qui sont à penser, qui sont en développement pour la gestion d'identité. Bon, après, il faudra bien prendre en compte le fait que ça ne pourra pas être une identité, je pense, décentralisée complètement. C'est-à-dire qu'il faudra accepter que un ou plusieurs États, finalement, rentrent en jeu, puisqu'il va falloir que ces États-là, ces États-nations, reconnaissent la validité de ces solutions-là. Euh, donc c'est pour ça que j'essaie de garder la tête froide, surtout ce discours qui est de dire que la blockchain est complètement hors État et que c'est une organisation complètement libre de A à Z. Je pense que discuter avec l'État, les États euh, et les régulateurs aujourd'hui, c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas éviter. Et c'est finalement aussi un aspect assez on va dire, raisonnable de Cardano, qui est de dire, OK, nous, notre système, on peut faire plein de choses avec, sans l'aide de personne ou sans l'intervention de l'État, mais si on veut des solutions vraiment qui fonctionnent, on doit être assez adulte pour discuter avec ce qui existe déjà, ce qui est déjà en place. Oui, 100% d'accord. Je l'aurais pas dit mieux que toi. Alors,
Merci en tout cas pour la disponibilité. Merci pour l'entrevue, Malik. Ça a été vraiment super de discuter avec toi. J'espère qu'on va pouvoir refaire ça, et notamment même avec Régis et même d'autres opérateurs au niveau du Cardano France. Si vous avez un stake pool, que vous êtes un opérateur et que vous voulez discuter, contactez-moi sur Instagram, sur Telegram, et on va pouvoir séduire une rencontre et faire même une rencontre de groupe avec tous les opérateurs francophones. Alors, rapidement, dernier 30 secondes, je te donne un 30 secondes gratuit de publicité pour ton stake pool. Vas-y, vends-nous ton stake pool. Alors, mon stake pool, notre stake pool avec Alexei s'appelle Stakhanovit. Notre motto, c'est un stake pool par la communauté, pour la communauté. On travaille actuellement sur le site web. On essaiera de vous proposer des nouvelles choses sur la page web, qui est pour l'instant un petit peu, on va dire, en déshérence, puisqu'on avait travaillé sur le nœud. Mais on a grand cœur à faire un pool sympa avec un petit design maison, et on espère qu'en tout cas pour tous ceux qui ont délégué sur Stakhanovit sont contents de la récompense, et surtout n'hésitez pas à nous écrire un petit message pour nous le dire, puisqu'on aimerait beaucoup pouvoir mettre des messages sur le site web de gens qui nous ont fait confiance. Voilà. Excellent. Alors, merci encore une fois pour ta disponibilité. On continue la conversation sur le groupe Telegram Cardano France. Alors, n'hésitez pas à joindre la communauté, à poser vos questions, et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors, merci Malik. Merci à toi, Quentin. Je te souhaite une très bonne journée. Toi aussi, au revoir. Salut.